Tous à table, c'est une opération menée à Sarreguemines par la mission locale pour faire se rencontrer employeurs et jeunes demandeurs d'emploi autour d'un bon repas. Une manière informelle de faciliter les échanges. Face à la crise, Rennes France s'adapte. L'entreprise basée à Woustviller, spécialisée dans les boîtes aux lettres et les boîtes à colis, a lancé une nouvelle gamme de produits pour dénicher de nouveaux clients. La santé, ça passe aussi par la prévention. Le Conseil territorial de santé de Moselle a organisé une réunion publique à Sarreguemines. Plusieurs acteurs étaient présents pour une discussion notamment autour de la santé au travail. Des ateliers de la Ligue contre le cancer, d'associations locales et du SDIS étaient aussi proposés aux participants. De jeunes Américains de passage à Beach. Des correspondants d'élèves du lycée Tessier visitent la région et notamment l'espace mémoire. L'occasion pour eux de découvrir ce qui s'est passé ici pendant la Deuxième Guerre mondiale. Atelier radiophonique en plate pour des collégiens du Himmelsberg à Sarreguemines. La compagnie Au temps des mots est venue de Meisenthal pour encadrer les élèves qui ont enregistré des conversations, des sketchs et des podcasts décalés. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Si vous lisez son livre, vous saurez tout sur Meisenthal. Notre invité du jour, Michel Muller, vient de publier un ouvrage intitulé Meisenthal, le berceau de l'histoire. On en parle en détail tout à l'heure. CV ou mail laissés sans réponse, pas de nouvelles des recruteurs. La recherche d'emploi n'est pas un long fleuve tranquille et notamment pour les jeunes. Alors pourquoi ne pas sortir du cadre rigide de l'entretien d'embauche? C'est le principe de l'action Tous à table proposée par la mission locale de Sarreguemines. Réunir des professionnels et de jeunes candidats autour d'un repas pour faciliter les échanges. Reportage de Camille Henriot. Préparer ses réponses, arriver à l'heure et être poli, commencer l'entretien en chantant le les jours. Avant de passer à table, petit quiz pour détendre l'atmosphère. Cette rencontre informelle débute par un jeu, une série de questions sur la recherche d'emploi, le cœur du sujet aujourd'hui. Puisque 27 jeunes issus de la mission locale de Sarreguemines sont venus rencontrer des entreprises de la région. C'est le cas notamment de Dimitri Alexandre, en quête d'un travail dans l'industrie. J'avais déjà essayé de postuler depuis la Polynésie. D'accord. Et du coup, tu es là depuis combien de temps? Tu es sur le secteur depuis combien de temps maintenant? C'est une opportunité pour nous les jeunes qui recherchent de l'emploi. Pour la plupart d'entre nous, leur premier emploi, et de discuter directement avec l'employeur plutôt que de passer par des sociétés d'intérim, où la plupart sont jugés par leur CV, alors que là, on est jugé en tant que personne directement par les employeurs. On a parfois cette vision de l'entreprise comme une espèce d'entité, enfin on n'a pas forcément en tête le fait que c'est avant tout des humains qui sont derrière, que parfois ça peut être utile de rencontrer la personne face à face plutôt que de simplement avoir face à soi une boîte mail, on va dire, qui répond oui ou non seulement. Et ça peut être l'opportunité aussi de chercher dans des réseaux qu'on n'aurait pas cru explorer. Et du coup, c'est créer des liens, créer un réseau principalement. Plus d'une vingtaine d'entreprises ont participé à cet événement baptisé Tous à table, une action mise en place par la mission locale de Sarreguemines en partenariat avec France Travail. Pour nous, c'est important effectivement de trouver des moyens de recruter, donc travailler avec des partenaires comme la mission locale qui nous propose de rencontrer des jeunes qui sont à la recherche d'un emploi, c'est très important. Il y a beaucoup de choses à faire, d'axes d'amélioration, d'accompagnement. On parlait tout à l'heure de parrainage avec la mission locale, donc voilà, c'est vraiment important d'être là en tant qu'acteur de l'emploi local, tout simplement. Ce moment d'échange a également permis à certains jeunes d'avancer sur leurs projets professionnels. Justement, j'avais un projet en tête que je voulais faire aboutir et cet événement pouvait m'aider parce qu'il y avait des présidents du BTP de la Moselle et même des patrons. Et de là, le préfet m'a parlé, du coup m'a dit avant de faire grutière, est-ce que tu voudrais pas plutôt faire conductrice d'engin? On a pu échanger avec cette jeune, lui expliquant que sur ce souhait idéal, c'était compliqué dans la région, mais par contre que si elle souhaitait être conductrice d'engin dans un premier temps, il y aurait une place dans un CFA, bien évidemment que la fédération du BTP gère, et qu'ensuite, pour cette place de conductrice d'engin, elle pouvait bénéficier d'un financement de l'État via France Travail. Une nouvelle édition concluante pour ces jeunes de moins de 25 ans. Tous repartiront avec de précieux conseils pour faciliter leur insertion sur le marché de l'emploi.
Focus maintenant sur une entreprise incontournable du secteur, Rennes France. À Vosvillers, c'est près d'une centaine de salariés, un chiffre d'affaires de plus de 20 millions d'euros et près d'un demi-siècle d'existence. L'entreprise a réalisé 2 investissements importants l'année dernière. Elle a acheté une nouvelle machine et créé un nouveau hall logistique. Vous allez les découvrir dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Près d'1 million d'euros a été investi pour construire ce nouvel espace, un hall logistique de 1650 m², permettant de contenir l'ensemble de la gamme de produits individuels fabriqués par Rennes France, notamment les boîtes aux lettres. Voici l'intérêt de ce nouveau hall logistique. C'est une des 2 grosses acquisitions réalisées l'an dernier par l'entreprise, avec l'achat de cette nouvelle machine, une panneauteuse qui sert à la fabrication de boîtes à colis. C'est des pièces qui sont plus grandes, plus lourdes, donc avec une sollicitation plus importante sur le personnel. Avec cette typologie de machine-là, voilà, on épargne les sollicitations vraiment des membres supérieurs lors des phases de pliage traditionnel. Le deuxième élément, bien évidemment, c'est qu'avec la montée des volumes que l'on a au niveau de la vente, ça nous permet de regagner de la productivité. Cette typologie de machine-là est 3 fois plus rapide qu'une plieuse traditionnelle. Et le dernier élément, c'est qu'en fait, avec cette machine-là, on va intégrer de nouvelles technologies qui vont permettre au bureau d'études de développer de nouvelles pièces plus techniques, avec une qualité aussi de pli plus accrue. Ce centre d'automatisation de pliage a nécessité un investissement compris entre 600 000 et 700 000 euros. La CARSAT et la région Grand Est ont aidé l'entreprise à la financer en apportant à L2 en cumulé 10% de cette somme. Le sous-préfet tenait à visiter Rennes France et à assurer ses dirigeants du soutien de l'État. C'est une entreprise qui, depuis un demi-siècle, fourmille de projets. Et donc, à chaque fois, je l'ai dit à l'équipe de dirigeants, je l'ai dit à M. Fischer, le directeur, l'État sera à ses côtés à tout moment pour tout projet. Quand on a un champion, quand on a un leader, le but des services de l'État, c'est de le faire gagner. Rennes France a plus d'un tour dans son sac. En raison de la crise immobilière dans la construction neuve, le fournisseur de boîtes aux lettres et de boîtes à colis installé à Vosvillers a décidé de créer une nouvelle gamme de produits moins sophistiqués et meilleur marché pour dénicher de nouveaux clients. Explication avec le dirigeant de l'entreprise au micro de Guillaume Dumonteil. L'entreprise se retrouve dans une crise immobilière la plus importante en France et en Europe depuis sans doute 50 ans. Donc voilà, 2025-2026 seront des années très particulières pour nous, sans doute avec une pause dans notre croissance. On a enchaîné pas mal de croissance à 2 chiffres pendant des années, mais là, clairement, on va devoir marquer une pause. Le marché de la construction neuve, aussi bien à maison individuelle qu'immeuble collectif, des chiffres, c'est du moins 40%. 2025, on sera en plein dedans, et 2026 aussi. Donc là, on va profiter pour lancer des nouveautés, plutôt axées low-tech, avec donc un coût moindre aussi, puisque la crise veut aussi qu'il y ait une notion d'économiser, de dépenser moins. Donc là, on aura des produits nouveaux qui sont en train de sortir. Là, ce mois-ci, pour la partie derrière moi, donc immeuble collectif. Et à partir de février-mars l'année prochaine, on lancera une nouvelle boîte aux lettres, boîte à colis pour la maison individuelle. Et on espère que ces nouveaux produits généreront un volume supplémentaire de chiffre d'affaires qui viendront compenser la baisse programmée du marché. Promouvoir la prévention dans le domaine de la santé, c'est l'un des objectifs des réunions publiques organisées par le CTS de Moselle, le Conseil territorial de santé. La 4e réunion a eu lieu à Sarreguemines en présence de plusieurs acteurs du secteur pour traiter différents sujets. Il était notamment question de la santé au travail, des dons d'organes ou encore de la santé comportementale. Reportage de Thibaut Desmerlet. C'est une grande discussion sur la santé qui a eu lieu dans la salle du conseil de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Le CTS de la Moselle, Conseil territorial de la santé, a organisé une réunion publique. Cette instance a pour but de faire dialoguer l'ensemble des acteurs de la santé pour mieux déterminer les besoins des territoires. Ces réunions visent d'une part à promouvoir la prévention. Nous avons un département qui a malheureusement une forte morbimortalité, c'est-à-dire on a un taux plus élevé pour certaines maladies, comme le cancer, comme les maladies cardiovasculaires, comme les maladies pulmonaires, de 30% de plus que la moyenne nationale. C'est pour ça que c'est la proximité qui est importante, que la population se prenne en charge, au moins en matière de prévention. Plusieurs sujets ont été abordés. L'un d'eux était la médecine du travail et la santé au travail.
Le thème a été choisi par la Casques. C'est un sujet que nous rencontrons tous et s'ajoute à cela le regard sociétal sur cette question-là. On est dans une société où évidemment le nombre, par exemple dans une entreprise d'employés ou dans une collectivité, n'augmente pas, mais la charge de travail est constamment en augmentation parce que nous sommes dans une société qui a de plus en plus d'attentes. Le rôle du médecin du travail est essentiel également dans cette perspective-là. C'est tout un mécanisme sociétal aujourd'hui qu'il faut interroger. Le docteur Martine Léonard, médecin inspecteur du travail, a effectué une conférence sur la question en abordant l'ensemble des problématiques. Un des autres sujets abordés était le don d'organes. On manque d'organes, alors que là, au niveau technique, là, ça peut sauver des vies. Maintenant, on a fait des progrès énormes en matière de greffe d'organes, mais on manque d'organes. Et ça, on n'oblige personne, bien sûr, à faire don de ces organes. Ce qu'on demande aux gens, surtout, c'est de se déterminer. Pour cette réunion publique, des stands proposaient des ateliers. Il y avait les représentants locaux de la Fédération française de cardiologie et de la Ligue contre le cancer. Des membres du dispositif Je t'aime mon cœur et le SDIS étaient aussi présents. Les habitants de Gutsenbrück ont à nouveau un city-stade et un terrain de tennis comme neuf. Le terrain de tennis ayant plus de 20 ans, les fondations ont été refaites aux normes et une nouvelle clôture a été installée. Le revêtement synthétique du city-stade a été changé. Les deux équipements ont été réhabilités cet automne pour un budget total d'environ 128 000 €, subventionné par la DETR à hauteur de plus de 31 000 € et par la région à hauteur de près de 24 000 €. Le budget avait été revu à la hausse suite à des changements pour un meilleur accès PMR, personnes à mobilité réduite. Des Américains en visite dans le pays de Beach. De jeunes lycéens, correspondants d'élèves du lycée Tessier, sont hébergés toute la semaine dans les familles. Ils visitent la région. Hier, ils étaient à l'espace mémoire de Beach, où Michel Klein est habitué à accueillir des Américains. Émilie Azél a participé à la visite. Cette fois, ce n'étaient pas des familles de vétérans américains qui ont visité l'espace mémoire, mais des lycéens américains. Et qui du coup remarque un soldat qui sur son casque a un grade. Donc il se dit, c'est un officier, il va à sa rencontre et il lui remet le drapeau. Le lycée de Beach accueille cette semaine 7 correspondants du Queen's Archer High School, situé près de la ville de Washington. Hier matin, les correspondants ont pu découvrir les histoires de soldats américains s'étant battus à Beach et alentour durant la Seconde Guerre mondiale, grâce à une visite guidée de l'espace mémoire. Ils ont notamment appris l'histoire se cachant derrière la fameuse photo du soldat tenant la bannière étoilée à la fenêtre d'une maison de Beach. Je crois que c'est très incroyable. Je ne savais pas qu'il y avait si beaucoup d'histoires ici et je ne savais pas même qu'il y avait ces guerres qui a passé. J'ai entendu avant qu'il y avait une guerre, mais il y a beaucoup d'histoires ici. Moi, je me sens... c'est un peu triste de savoir tout ça, mais c'est aussi intéressant de savoir que tout ce qui a passé, ça a passé ici, où je suis maintenant. Moi, je ressens beaucoup d'émotions juste parce qu'il y a beaucoup de familles qui étaient affectées de la guerre et que beaucoup de soldats étaient comme morts et il y a juste beaucoup d'histoires ici. Donc. Je suis très fière d'être ici. Déjà, je sais qu'aux États-Unis, on a beaucoup d'histoires dans plusieurs des pays, mais pour avoir une grande significance dans un petit village comme ça, c'est... Et on peut voir tous les bâtiments ici qui ont été détruits et on peut voir les images d'avant. Et puis on peut voir maintenant comment ces bâtiments ressemblent maintenant. Donc c'est très intéressant. Le partenariat entre des élèves de section européenne anglais du lycée Tessier et des élèves en 4e ou 5e année de français au Queen's Archer High School existe depuis 2019. Et bravo à ces jeunes Américains pour leur très bon niveau de français. On va avoir maintenant un aperçu du niveau de nos collégiens en plate. Une initiative originale a eu lieu au collège du Himmelsberg de Sarreguemines, encadré par les comédiens de la compagnie Autant des mots de Meisenthal. Des collégiens ont imaginé et enregistré des sketchs et conversations en plate. Hier, ces podcasts ont été diffusés en direct lors d'une émission à laquelle les adolescents ont pris part. Les précisions dans ce reportage de Tristan Vicli.
Le temps d'une après-midi, le CDI du collège de Himmelsberg s'est transformé en studio d'émissions radio. On va continuer avec qu'est-ce que vous nous avez préparé tous les deux. Sur les ondes à tour de rôle, 12 collégiens en option langue et culture régionale plate présentent leurs petits chefs-d'œuvre. Accompagnés par les comédiens de la compagnie Au temps des mots, ils ont imaginé et enregistré des podcasts décalés. Au menu, blagues, discussions et même une publicité originale sur les schlapp, nos fameuses pantoufles locales. Moi j'ai bien aimé, j'ai appris comment ça se déroule un peu la radio en plate. J'ai appris plusieurs expressions et même un peu à me présenter et les jours de la semaine. C'était leurs idées, c'est eux qui ont trouvé la plupart des thèmes. L'enseignement passe mieux quand c'est ludique. L'émission La Forêt des Langues s'inscrit dans un cycle de 4 rendez-vous organisés dans le cadre du festival Miré de Plate. Objectif, transmettre et mettre en lumière la musicalité et la richesse du patois local. C'est important de faire ce travail intergénérationnel autour d'une langue minorée comme le plate. Ça avait tout son sens de travailler avec cette option langue régionale, pour se rendre compte un petit peu voilà, pourquoi ces jeunes s'inscrivent dans ce cursus-là et pourquoi ils sont amenés à porter cette langue à l'avenir. Donc c'est important de leur donner ce coup de projecteur. Un cabaret radiophonique animé par Pierre Bébiuc et sa compagne Céline Cher clôturera ce projet. Rendez-vous le 6 décembre prochain sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Dans un instant, focus sur Meisenthal et sur les sorties à faire durant ces prochains jours, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde! Pour la journée de demain, les nuages seront fréquents en matinée, mais ils se feront progressivement de plus en plus discrets pour finir la journée sous un franc soleil. Côté température, les minimales iront de 3 à 5 degrés et les maximales ne dépasseront pas les 9 degrés. Demain, nous fêtons les Jacques et il fera jour de 8h05 à 16h41. Passez tous une belle journée et à demain! À l'occasion des fêtes de fin d'année, Meisenthal vous invite à la découverte de la Halle aux Lumières, un spectacle pour toute la famille. Les visiteurs de tous âges, guidés par la lumière, évoluent à travers des décors oniriques où nature, culture et savoir-faire du pays de Beach se dévoilent sous une forme poétique et visuelle. Une expérience sensorielle immersive combinant art, technologie et patrimoine local à ne pas manquer. Réservation sur le site de la Halle Verrières. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie? Comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. C'est parti pour une nouvelle aventure en immersion. Cette semaine, découvrez le quotidien d'une passionnée, Élodie Kiffer, horticultrice à Blisbruck, un métier qui évolue au fil des saisons. C'est la passion de mon papa en fait qui est à la base de cette entreprise. Il dit toujours la première pierre de la première serre a été posée le jour de ma naissance. Là tu as des euchères qui sont très colorées avec un feuillage marbré. Ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est l'étape de vente. Donc c'est tout ce qui est conseil aux clients. Une émission à retrouver ce vendredi dès midi sur Mosaïque Cristal. Notre invité du jour, Michel Muller, est la mémoire vivante de Meisenthal, la preuve dans son livre Meisenthal, le berceau de l'histoire.
Michel Muller, c'est un peu le lutin du Père Noël et il est plein de surprises. On le connaît surtout comme le fabricant de jouets en bois dans sa boutique du Père Michel. Mais il a de multiples facettes et notamment celle d'auteur. Alors qu'est-ce qui vous a décidé ou motivé à écrire un livre sur l'histoire du village de Meisenthal? Meisenthal est une étoile. En 1969, elle s'est éteinte. C'était même une supernova de 1800, 1860, 1900 avec l'époque de Gallet et des artistes, Désiré Christian ou Kremer. Et en 69, cette étoile s'éteint. Et on n'en parle plus. Mais dans le village, il y avait un groupe d'artistes, des jeunes, qui était mené par Lucien Fleck, qui a créé un club artistique, les Amis de la peinture de Meisenthal, dont je faisais partie. Et nous avons fait des expositions dès 1970, c'est-à-dire tout de suite après la fermeture de l'usine. Et nous avons fait des expositions de peinture, de sculpture dans les restaurants à Meisenthal, à Sourtes, à Gutzenbrück. Et dans ce groupe a germé le musée. Dès l'exposition de 1975, nous avions déjà le vase de la carpe, qui est actuellement la vedette du musée, pour dire que cette idée du musée de Meisenthal est venue dès 1975. Et elle a abouti en 1978 à l'ouverture d'un musée. Entre-temps, notre maire à l'époque, M. Roger Boudinet, il a réussi à acheter le bâtiment administratif de l'usine. Et il nous a aussi motivés à continuer dans nos œuvres artistiques et surtout dans l'idée du musée. Et en même temps, en 1975, le parc naturel des Vosges du Nord a été créé. Et dans ses bagages, il avait les finances pour créer un musée du verre dans le pays de Bitche. Et il était question à l'époque entre Avignon-sur-Moder et Meisenthal. Et Meisenthal a eu la chance de l'avoir parce qu'il y avait ce fameux groupe d'artistes. À l'époque, il y avait aussi Lucien Fleck, ce n'était pas le seul. Il y avait mon père Muller-Antoine, il y avait Schlerer, il y avait Lano, il y avait Franck Ozer, il y avait Weispager, l'instituteur. C'était un groupe très motivé. Boudinet, le maire, était derrière tout ça. Et le musée a été ouvert avec une exposition des artistes et des vitrines qu'ils avaient fait manuellement eux-mêmes à l'époque, où était déjà l'art nouveau, les vases, le vase de la carpe et d'autres, inauguration août 1978. C'était le début du musée. Et pour sauvegarder cette période, ne pas oublier ce groupe, ces gens, j'ai décidé de faire un livre l'année dernière pour mémoriser leur travail. J'ai commencé d'abord sur l'histoire du verre, bien sûr, oui, et dans la foulée... C'était pour le montrer aussi en même temps. Et du coup, mais aussi dans ce livre, donc Meisenthal, le berceau de l'histoire, finalement, c'est vous qui prenez la plume, mais pour ce travail de mémoire, vous avez fait appel à la mémoire collective. Ce livre, quelque part, c'est aussi un recueil d'histoires racontées. Absolument, je ne l'ai pas fait tout seul, j'ai collecté, j'ai moi-même aussi gardé beaucoup d'archives, c'est vrai, j'avais une belle bibliothèque sur historique de la région, j'ai concerté dans le village tout plein de personnes, pour parler, j'ai bavardé et j'ai recueilli pas mal de choses. Pour aller au-delà de l'histoire du verre, j'ai fait l'histoire du village, c'est-à-dire de l'époque celtique jusqu'à la flamme olympique, qui est alors la conclusion. Mais c'est ça, parce que finalement, au fil des pages, c'est un peu comme une visite guidée historique et qui finit en version contemporaine du village de Meisenthal, avec aussi énormément de photographies. Je suppose que ça a été un travail de longue haleine. Oui, c'était 6 mois de travail où je n'ai fait que ça. À cette période-là, je n'ai pas fabriqué beaucoup de jouets. Tous les matins, j'étais à l'ordinateur, je travaillais, je collectais. L'après-midi, je faisais des visites de personnes âgées, je collectais mes archives. Et au mois de juillet, j'ai attendu la flamme olympique pour pouvoir faire la fameuse conclusion, parce qu'il y avait la flamme olympique, mais avant, il y avait une flamme dans les habitants du village. Et c'est cette flamme qui a sauvé un peu l'histoire du village pour avoir de la flamme des verriers à la flamme olympique. Voilà, c'était un peu l'idée. Et vous concluez aussi en exprimant votre fierté de faire partie de la communauté des Meisdeller. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie ? Meisenthal, du fait de l'usine qui était le centre du village, pas que Meisenthal, ça se passait aussi à Saint-Louis, à Gutzenbrück, le pays verrier. Il y avait cette union des personnes qui étaient liées à une seule cause, leur travail du verre. Et je pense que c'est inné dans ces petits villages comme ça d'avoir un pôle central qui était leur emploi, leur raison de vivre,
et qui a fait qu'il y avait cette union, qui faisait aussi qu'il y avait ces associations très, très fortes à l'époque, qui ont fait que c'est exceptionnel de vivre dans ces petits villages, qui maintenant, malheureusement, avec les temps modernes, ont évolué, quoique Saint-Louis est toujours en vie, et grâce à eux, hein, c'est Ouvigan-sur-Moder, hein, l'art verrier ne s'est pas éteint, et Meisenthal, n'en parlons pas, hein, c'est le must, hein, avec leurs boules et leur création moderne maintenant, on est connu dans le monde entier. Hein. Et vous contribuez à œuvrer à tout ça avec ce livre, avec aussi le fait que toutes les associations dont vous faites partie, dont vous avez fait partie, le fait que vous ayez aussi été adjoint au maire, je suppose que ça a contribué. Et puis, ce livre, eh bien, finalement, ce n'est pas le premier, puisque vous avez déjà écrit, j'en profitais pour le montrer aussi, Balthazar et le grand sapin. Alors ça, c'est un conte de Noël qui est à destination des enfants et qui vient d'être réédité. Alors finalement, vous préférez écrire des fictions pour les enfants ou raconter aux petits comme aux grands l'histoire avec un grand H ? Enfin là, le Balthazar, le grand sapin, c'est lié à une anecdote historique qui s'est passée en 1630 durant la guerre des Suédois. Walter Schorsch, nommé Jean Préschorsch, qui était maire de Götzenbrück en 1820, a écrit un manuscrit, Ursprung der Glashütte Maistal Münster Götzenbrück. Et là-dedans, il raconte une anecdote d'une petite fillette de 8-9 ans qui meurt de famine durant la guerre des Suédois. Et à partir de cette anecdote, j'ai localisé, d'après ce manuscrit, un lieu entre Meisenthal et Saint-Louis, la vallée des Mésanges et la vallée d'Argent. C'est une grande forêt où il y a de grands arbres, où il existe encore un petit nichoir avec une petite statuette de la Vierge, là accroché à un arbre. Et je situe dans le manuscrit de Walter cet endroit. Géographiquement, il l'a cité. Et à partir de là, j'ai écrit une histoire. Il y a des enfants qui passent et qui écoutent la nature. Et actuellement, on oublie d'écouter la nature. Et ces enfants, subitement, ils ont trouvé un sapin qui parle. Et donc écrire des histoires pour raconter l'histoire avec un grand H, voilà, quelque part. Et le sapin fait le rôle. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture ? Actuellement, je vais recréer la période 1970-78, c'est-à-dire le portrait de ces 8 artistes. Il y avait 3 dames, et il y en a déjà qui sont morts depuis. Je vais recréer leurs portraits et leurs œuvres pour ne pas les oublier. Ils ont fait tellement de belles choses, vous verrez. C'était de vrais artistes qui avaient la cote telle que Désiré Christian ou Kremer de l'époque Art Nouveau. Donc on découvrira ça dans votre prochain ouvrage. Et en parallèle, est-ce que vous allez aussi retourner à la création de vos fameux jouets en bois que vous avez quelque peu délaissés ? Non, mais tant que la santé me le permet, c'est devenu une passion. Je crée des jouets un peu compliqués comme ici, ce que vous verrez, les jouets qui bougent. C'est ma passion de créer. Mais oui, parce qu'on a des images dans votre atelier où vous faites tout vous-même, hein, la découpe, la peinture, etc. Et effectivement, vous le dites, hein, ces jouets, vous en avez apporté des exemples, et bien souvent, leur particularité, c'est qu'ils ne sont pas faits pour rester immobiles. Ah oui, c'est des jouets actifs. Hein. C'était l'époque 1900, on n'avait pas encore de batterie ni de piles pour faire fonctionner. Il fallait l'énergie humaine pour les faire fonctionner. Et c'est un peu le modèle de ces 3 jouets-là, où il faut l'énergie pour le faire bouger. Hein. Et ça évite les piles, c'est version huile de coude. Voilà, c'est ça. Et bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission en direct sur Mosaïque Cristal. Je rappelle que vos ouvrages sont bien sûr disponibles dans votre boutique de Meisenthal, mais aussi à la boutique du site Verrier, ainsi qu'à l'Office de tourisme du Pays de Bitche et au musée Lalique à Avignon-sur-Moder. Parmi les sorties à faire dans les prochains jours, il y en a une qui s'adresse particulièrement au jeune public. Artopie propose un spectacle pour les enfants de 6 à 12 ans. Ça s'appelle Krish Dalboul et c'est un spectacle bilingue en français et en plate. Rendez-vous à Meisenthal dimanche à 15h. À Sarreguemines, une exposition de peinture va commencer demain dans le hall d'honneur de l'Hôtel de Ville. Pierrette Jagère et Charles Resslinger exposent leurs aquarelles et leurs peintures à l'huile. L'exposition s'intitule Regard sur les couleurs. Elle est à découvrir jusqu'à dimanche. Et puis on retourne à Meisenthal pour la dernière proposition de sortie. Orange Blossom est en concert vendredi soir à la Boîte Nard avec son mélange d'électro et de musique du monde inspiré de toutes les traditions
projection. En première partie, ce sera Ladislava avec de l'électro mêlé et de la musique d'Europe de l'Est. Les billets sont moins chers en prévente sur le site internet de la Halle Verrières. Voilà, c'était la petite astuce au passage. Après la boîte noire, direction maintenant les salles obscures pour découvrir le film coup de cœur de la semaine au Cinéma Forum. C'est le directeur Jean-Marc Carpels qui vous le dévoile. Alors cette semaine, un vrai coup de cœur pour un film français qui avait été présenté au Festival de Cannes cette année et qui était déjà auréolé de très très belles critiques. C'est le film En fanfare, réalisé par Emmanuel Courcol, interprété par Benjamin Laverne et Pierre Lotin. Alors c'est un feel-good movie, l'histoire de deux frères que la vie a séparés quand ils étaient très très jeunes et qui se rencontrent à nouveau. Benjamin Laverne interprète le rôle d'un chef d'orchestre réputé mondialement et son frère Jimmy en fait est dans la musique également puisqu'il fait partie d'une fanfare, mais il est resté dans son pays natal du nord de la France et c'est cette rencontre qui est à la fois drôle, bouleversante, avec beaucoup d'émotions qu'on va vivre pendant 1h30 et je pense vraiment que c'est le film qui va nous faire vibrer pour le mois de décembre, pour ces fêtes de fin d'année, d'autant plus qu'il a été tourné avec une vraie fanfare et donc ça donne beaucoup de réalisme au film. On avait eu l'occasion de faire une avant-première début novembre avec l'harmonie municipale de Rorma-les-Beach qui avait fait l'accueil et le film a été énormément apprécié. Donc vous l'avez compris, c'est vraiment mon coup de cœur pour le mois de décembre à ne rater sous aucun prétexte.